Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la dimension de produit telle qu'on l'a faite en classe. Alors la situation de départ, c'est celle où on a un entrepôt de données qui est vide et on va créer une dimension pour les produits qu'on va gérer comme une dimension de type 2. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. L'approche qu'on va utiliser ici est principalement basée sur le SQL, mais il y a d'autres façons de faire, notamment via l'outil SSIS qu'on a vu en cours. Donc la situation de départ est la suivante. On a une base de données TIA dans laquelle nous n'avons aucune table, mis à part la table dummy que vous avez par défaut sur votre base de données. Et on va exécuter l'un des deux scripts SQL qui est fourni dans le contenu de la séance 8, notamment celui qui crée la table de produit, donc la dimension, et celui qui crée sa table de staging. J'attire votre attention sur le fait que la table de staging ici ne contient pas d'attribut product ID parce que le mapping entre notre dimension et notre table dans le système transactionnel va être fait par l'attribut product number, qui est donc une clé de type business qui permet d'identifier les produits de façon unique sans pour autant se restreindre à l'utilisation d'une clé qui elle est plus orientée système telle qu'un product ID. Donc on note également dans la dimension de produit qu'on a 3 colonnes supplémentaires qui ne font pas partie des produits sous catégorie ou catégorie. Le row start time, row end time et row is current. Ce sont 3 colonnes qui sont système qui vont nous permettre d'identifier les versions finalement d'un même produit à travers le temps pour dire de telle date à telle date le produit par exemple avec le product number ABC était valide et de telle date à telle date c'est ce produit là qui représente la même entité mais qui représente une autre instance, si vous voulez, d'un produit à travers le temps, quand par exemple son prix change, ou son style, ou sa catégorie, ou sa sous-catégorie. Donc je vais exécuter le script, et ce que ça va générer finalement, ce sont principalement deux tables, une table de staging et une dimension qu'on va retrouver par la suite ici. Voilà, donc dim product et stage product. L'étape suivante va être de créer un package qui va se charger de populer la dimension pour nous. Donc je vais ici créer un nouveau projet dans SSDT. Je laisse le choix par défaut de Integration Services Project. Je vais lui donner un nom comme dim product et je vais lui demander de créer le projet. Voilà, donc là il a fini de créer le projet. On va retrouver un package.dtsx qui est le nom par défaut qui est donné au package qui est créé avec le projet. Puis ce package là, je vais le prendre et je vais le renommer. Donc je vais l'appeler dim product par exemple. Donc le package est renommé ici dans l'onglet. À gauche, on va retrouver la boîte à outils de SSIS. Et ce qu'on va faire ici, c'est vraiment implémenter un processus ETL. Donc on va avoir un processus en deux étapes principales qui représentent les trois étapes du processus ETL. D'abord une extraction suivie d'une transformation et d'un chargement dans la dimension. Donc la première étape, qui est celle de l'extraction, on va la faire à l'aide d'une tâche de type dataflow. Et cette tâche de type dataflow, on va l'appeler par exemple stage products. Quand je double-clique dans le dataflow, je rentre à l'intérieur de cet onglet-là, qui me donne la liste des opérations qui sont effectuées dans ce dataflow-là. Le dataflow commence avec une source, qui est finalement l'endroit d'où on va aller chercher les données. Et ici, je vais lui dire qu'on va aller chercher les données de la table des produits. Donc je vais créer une nouvelle connexion SQL Server sur mon serveur local, sur la base de données AdventureWorks 2014. Donc le serveur, c'est local entre parenthèses. On laisse l'authentification par Windows et on choisit AdventureWorks 2014. Quand je fais OK et OK, je vais avoir une connexion qui va apparaître ici. Et par la suite, je vais être capable de configurer ma source. Comme vous voyez ici, j'ai une croix rouge qui m'indique que la source n'est pas encore configurée et qu'elle a besoin d'être configurée. Donc ici, je vais renommer cette tâche-là. Je vais dire qu'on va extraire du système transactionnel, donc extract from AdventureWorks. Et je vais double-cliquer sur la source pour aller chercher les données. Donc quand on fait une tâche d'extraction comme ça, de source, on a le choix de dire qu'on va aller chercher les données dans une table. À ce moment-là, c'est comme si la machine faisait un select étoile from table pour nous. Ici, par contre, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des données des produits, des sous-catégories de produits et des catégories de produits. Donc on va lui spécifier qu'on veut utiliser une commande. Et cette commande, je vais la prendre dans les fichiers
que je vous ai donné également. Donc, si je vais chercher la commande qui est ici, et que je la copie, vous voyez que elle apparaît ici, puis si j'appuie sur Preview, il va exécuter la commande, puis me montrer un aperçu du résultat qui va être retourné. Voilà. Donc on voit ici que on a différents attributs et que notamment les styles, catégories, sous-catégories peuvent souvent être mieux. Donc ici je vais dire de fermer, si je vais dire OK, et là vous voyez que par défaut, la croix qui était rouge avant est maintenant correcte parce que la tâche a été configurée. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être de prendre ces données-là et de les mettre dans notre table de staging. Tout simplement, on va effectuer une tâche de destination et cette fois-ci, on va créer une autre connexion, non pas vers AdventureWorks 2014, mais vers TIA, parce que c'est là que se trouve notre table de staging pour nos produits. Je vais TIA, parfait, je fais OK, et là je vais lui dire que on met les données dans la table de staging. Je vais relier mes tâches l'une à l'autre et je vais double-cliquer sur ma tâche de destination parce que là encore une fois il va falloir que je la configure. Donc ici on voit que par défaut ça va dans TIA. On va charger les données dans une table et on va lui dire que les données doivent être chargées dans Stage Product. Comme ça. Dans l'onglet Mapping, je vais voir la correspondance des champs entre ce qui vient de mon extraction et ce qui va dans ma destination. Donc on voit ici que par défaut, SSIS crée une correspondance entre les champs qui ont les mêmes noms. Donc comme les noms ont les mêmes dans mon extraction et dans ma table de staging, toutes les correspondances ont été faites comme il faut. Sinon j'aurais pu dire qu'un attribut, par exemple Product ID, doit être mappé sur un autre attribut de destination, etc. Donc ça vous permet de manipuler finalement la façon dont l'information transite entre l'extraction et la destination, mais ici tout est correct. Donc si je dis OK, maintenant les mappings sont corrects et je devrais être capable d'extraire mes données et de les envoyer dans ma zone de staging. Donc je vais retourner dans mon control flow, puis je vais faire Start pour tester l'extraction. Donc parfois ça peut prendre un petit peu de temps à partir la première fois parce qu'il doit construire finalement tout le projet puis se préparer à l'exécuter. Je vous rappelle que vous avez toujours en bas cet onglet Output qui vous montre ce qui est en train de se passer dans le système et notamment ce qu'on verra après, le résultat de l'exécution. Voilà, il lance l'exécution. Il est en train de travailler et ici j'ai une coche verte qui me dit que ça a bien marché. Si je vais voir le data flow, on voit qu'il y a 504 lignes qui ont transité entre mon étape initiale et ma destination. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est le progress qui nous donne un aperçu de ce qui s'est passé. Et on a aussi accès dans l'output à l'exécution du package, aux différentes informations qu'on retrouve ici. Mais ici, elles sont peut-être un petit peu plus faciles à lire de façon visuelle parce qu'on a des icônes s'il y a des erreurs. Par exemple, on aurait une croix rouge lors de l'exécution. Donc maintenant que je sais que mon extraction fonctionne, je vais arrêter l'exécution du package. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de réexécuter mon package pour m'assurer qu'il marche bien. Donc ici le package s'exécute. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ici on a une erreur. Donc si je regarde dans le data flow, on voit que l'extraction a marché, qu'il y a 504 lignes qui ont transité, mais que c'est au moment d'aller dans la destination, dans ma table de staging, qu'il y a eu un problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de comprendre ce qui s'est passé. Et si je regarde dans l'output, vous voyez, je vais voir des erreurs ici, que je vais avoir aussi dans le tab Progress. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une erreur. Et si j'essaye de voir quelle est l'erreur qui s'est produite, je vais peut-être pas être capable de la voir très bien ici, mais dans l'output, je vais être capable de la voir mieux. Je vais voir vraiment tout au complet.
Et ce que je vois ici, c'est que ça dit Violation of Unique Key, UNQ, Stage Product Version. Donc si je reviens dans mon schéma SQL, dans ma création de table, je vois que j'ai effectivement, au niveau de ma table de staging, une clé unique qui me dit que je peux au maximum avoir une instance d'un produit en train d'être traité dans ma zone de staging. Donc ce que ça veut dire, c'est que je devrais toujours avoir une table de staging vide au moment où je commence l'exécution de mon package. La première fois que j'ai exécuté mon package, j'ai eu des données. Là, je le réexécute sans avoir nettoyé les données, donc il y a une erreur qui est retournée. Donc je vais arrêter l'exécution de mon package. Et ce que je vais faire, c'est que je vais effacer manuellement à travers une commande SQL le contenu de la table de staging. Souvent, quand on développe un package, on a besoin d'arriver dans un état où la moitié des choses sont implémentées. Et donc, par exemple, le nettoyage de la table de staging qu'on fera à la fin du package n'est pas encore fait. Donc, on va avoir besoin de le faire manuellement, finalement. Donc, ce que je vais dire, c'est delete from stage product pour effacer les données. Et là, je repars finalement à zéro. Je serai capable de reprendre l'exécution de mon package. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de regarder, bon, est-ce qu'on est capable de voir les données qui transitent. Donc, si je vais dans un data flow, je peux double-cliquer sur une flèche qui relie deux tâches et activer ce qui s'appelle un data viewer, ici. Quand j'active un data viewer, j'ai une petite loupe qui apparaît sur la flèche, et ce que ça indique, c'est que lors de l'exécution, SSIS va s'arrêter et me montrer le contenu des données qui transitent entre deux tâches, ce qui me permet de valider finalement les données qui sont en train de passer à travers le système et non pas de voir les données au début et à la fin seulement. Je peux valider l'exécution au fur et à mesure. Donc ici, je retrouve mes données qui transitent, je peux lui dire de continuer, ou alors je peux lui dire de s'arrêter complètement. Donc ici, je vais arrêter l'exécution du package et je vais enlever le data viewer parce que j'en ai plus besoin. Ceci étant, ça peut être très pratique pour débugger des problèmes lors du développement de votre propre package. Je vais ensuite effacer le contenu de la table de staging, encore une fois, parce que je veux repartir à zéro la prochaine fois. Donc, maintenant qu'on sait que l'extraction marche, on va se charger de la partie vraiment transformation et chargement. Donc ici, on va ajouter un autre data flow qu'on va relier au staging et on va dire transform and load columns. Okay. Je vais rentrer dans ce data flow et là encore une fois, qu'est-ce qu'on va retrouver au départ? Une extraction qui va cette fois partir de ma table de staging. Je vais mettre une source, je vais l'appeler load from staging, puis je vais utiliser la connexion qu'on a déjà pour TIA. D'accord? Je vais l'appeler load from staging. Et cette fois-ci, je peux tout simplement lui dire de prendre directement la table. Je n'ai pas besoin de lui spécifier une commande. Il peut prendre directement ce que j'ai dans Stage Product. Et si je regarde les colonnes qui vont être retournées par tout ça, voilà ce que ça donne. Et maintenant, ma tâche d'extraction de ma table de staging est configurée. Maintenant, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de transformer des valeurs. Donc, on a des valeurs qui peuvent être nulles comme catégorie, sous-catégorie, style et couleur. Et ce qu'on voudrait, c'est non pas donner des valeurs nulles dans ces colonnes-là dans la dimension, mais avoir plutôt des valeurs comme none ou NA pour le style, ou des choses comme ça qui nous permettent d'indiquer qu'une valeur n'est pas nulle, mais qu'elle est vide finalement. Donc de faire la distinction entre les deux, puis d'avoir une valeur qui est qui donne plus d'informations à quelqu'un qui regarderait les données sans pour autant être un expert en base de données. Donc ça, je vais le faire à l'aide d'une tâche qui s'appelle un derived column. Derived column, c'est le calcul d'une colonne basée sur une colonne déjà existante. Je vais relier ça à ma tâche. Et ici, je vais l'appeler par exemple transform data. Je vais double-cliquer dedans. Et ce que je suis capable de faire, c'est de prendre mes colonnes qui sont en input, donc qui viennent de ma table de staging, et de leur appliquer des transformations. Donc je vais dire ici par exemple que je veux prendre la couleur et que je veux remplacer la couleur. Autrement dit que la valeur couleur qui était avant va être remplacée avec une nouvelle valeur basée sur la définition d'une expression. L'expression est la suivante: si la couleur est nulle, on veut écrire none, sinon on veut laisser la valeur qu'on avait en ce moment. Cette opération, je peux la faire à travers une fonction qui s'appelle isNull, qui est une fonction qui retourne vrai ou faux. Et je vais lui dire, est-ce que la couleur est nulle? Si elle est nulle, à ce moment-là, on va écrire none, sinon, on va écrire la couleur telle qu'elle existe déjà. Je vais faire la même chose avec le style, sauf que pour le style, j'ai seulement 2 caractères. Je vais dire, est-ce que le style est nul? À ce moment-là, on met NA, sinon, on laisse le style tel qu'il était. Pareil pour la sous-catégorie. Et pour la catégorie aussi.
Voilà. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je dis à SSIS qu'on va transformer les données si elles sont nulles. L'étape suivante, ça va vraiment être de prendre juste mes données à ce moment-là et de les insérer dans ma dimension. Donc on a fini les transformations, on est capable de faire le chargement. Ça va toujours dans TIA. Je vais relier ça et je vais appeler ma tâche loading package. Je vais la configurer et je vais lui dire qu'on va charger cette fois-ci dim product. D'accord ? Si je regarde les mappings ici cette fois-ci, on se rend compte qu'il y a certains champs qui sont mis ignore ici. Ce que ça veut dire, c'est que SSIS n'est pas capable de créer une correspondance en disant c'est le même nom pour ce champ dans cette table et dans cette table-là. Donc il nous laisse finalement assigner le mapping nous-mêmes. Pour les champs qui ont le même nom, il le fait, mais les autres, c'est à nous de le faire. Le product ID, c'est une clé qui est générée par le système, donc je peux lui dire de continuer de l'ignorer. C'est le système qui va l'assigner. Le row start time, qui indique le moment à partir duquel une version d'un produit est valide, je vais l'assigner au modified date. Pourquoi ? Parce que si un produit a été modifié le 15 janvier, ça veut dire que c'est à partir du 15 janvier que ce produit devient une nouvelle version finalement. On a une nouvelle instance de ce produit. Les lignes, les attributs row end time et row is current, je vais les laisser vides. Pourquoi ? Parce que ma colonne, ici, dans ma dimension, row end time et row is current, vous voyez, ont des valeurs par défaut. Donc SQL va leur assigner des valeurs, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Par défaut, le produit sera valide jusqu'au 31 décembre 1999 et ce sera la ligne current. Et le row start time aura donc la valeur du modified date. Donc ici je vais dire OK, et maintenant ma tâche est configurée. Donc, si j'essaye d'exécuter le package maintenant, je devrais être capable d'extraire mes données du staging et de les charger dans ma dimension. Donc l'extraction ici, la transformation et le chargement. Si je regarde l'exécution, on voit que dans mon staging, ici j'ai bien eu 504 lignes, et dans mon transformation chargement, j'ai 504 lignes qui ont transité. Chose que je peux vérifier avec une requête très simple ici. Regarde dim product, j'ai mes lignes et vous voyez ici les valeurs qui étaient nulles ont none ou NA selon ce qu'il aurait fallu avoir. Sachant que pour les attributs qui ne sont pas nuls, j'ai quand même les valeurs qu'on avait avant. Donc la substitution n'a été faite que quand la valeur était nulle. Donc ça permet d'avoir une dimension qui se charge. Le problème avec cette dimension-là en ce moment, c'est qu'elle se charge au complet. Autrement dit, on va toujours recharger les 504 lignes des produits parce qu'on n'a pas idée des produits qui ont déjà été chargés pour n'aller chercher que les nouveaux produits. Donc l'étape suivante de ce processus, c'est de prendre les données finalement des produits qui ont été modifiés pour être capable de savoir quel est le produit que j'ai modifié en dernier pour savoir quand est-ce que je dois recommencer la fois suivante. Autrement dit, si le produit qui a été modifié en dernier c'est le 15 janvier, quand j'arrive le 17 janvier, je voudrais seulement charger les produits qui ont été modifiés depuis le 15 janvier. Je ne voudrais pas recharger les 504 produits, puis après tenter de voir s'ils ont été modifiés ou non. Ce que je veux, c'est vraiment aller chercher seulement les données qui ont été modifiées récemment. Donc la façon dont je vais pouvoir faire ça, c'est que je vais ajouter finalement un ensemble de choses. La première chose que je vais ajouter, c'est une table. Une table qui va me servir à garder une trace de l'exécution et des différentes données qui ont été chargées au fur et à mesure. Donc ici, je vais créer une table qui s'appelle ETL-config dans TIA. Et ce que cette table contient, c'est vraiment deux colonnes. Et si je vous montre le contenu, vous allez voir que j'ai une ligne qui dit dim product. La dernière fois que la table a été chargée, c'était le 1er janvier 1900. Autrement dit, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est ajouter de la logique pour que dans mon package, je charge les produits qui ont été modifiés depuis le 1er janvier 1900. Alors la façon dont je vais faire ça, c'est que avant d'extraire mes données pour les mettre dans ma zone de staging, je vais aller chercher la valeur de ma table ETL-config, puis je vais la garder en mémoire dans mon package. Je vais faire ça à l'aide d'une tâche qui s'appelle une tâche execute SQL. Cette tâche-là me permet d'exécuter une requête puis de récupérer son résultat. Donc ici, je vais dire fetch last row date et je vais la relier avant stage product. Je vais la configurer. Ici, je vais lui dire qu'elle doit utiliser ma connexion vers TIA parce que ma table ETL config est dans TIA. Et il va falloir que je lui donne le code d'une requête à exécuter. Donc pour ça, je vais prendre le code qui est ici. Et ce code-là
va dire finalement, allons chercher la dernière date de chargement dans la table tlconfig pour dim_product. D'accord? Je vais dire OK, et ce résultat-là va me retourner une ligne. Donc je vais dire ici que le résultat qui est retourné par cette requête, c'est un single row. Okay? Ce single row, il va être retourné dans un résultat, donc un résultat set. Et ici, je vais dire que le résultat, qui est le nom de la colonne qui est retournée par la requête, donc autrement dit last row fetch date, ici, cette colonne-là va être mise dans une variable à la hauteur du package. Cette variable que je vais appeler date et qui est un type datetime qui prend par défaut la valeur du 1er janvier 1900. Alors, donc ce que ça veut dire, c'est que SSIS va exécuter la requête, va aller chercher le last row fetch date dans ma table tlconfig et va prendre la valeur qui est retournée par la requête et l'assigner à ma variable minDate à l'intérieur de mon package pour que toutes les tâches subséquentes de mon package puissent utiliser cette valeur-là. Donc ici je vais dire OK. Et ce que ça veut dire maintenant, c'est que je peux aller chercher les produits pour les insérer dans ma zone de staging qui ont été modifiés depuis cette date-là. Donc je vais modifier ma commande SQL et je vais dire que je veux aller chercher les produits qui ont été modifiés après cette date-là. Autrement dit, j'ajoute un where qui est whereP.modifiedDate supérieur à point d'interrogation. Le point d'interrogation indique qu'on est en train de créer un paramètre qui va être substitué à l'exécution. Je ne connais pas la valeur maintenant, mais SSIS va aller la chercher pour moi et je vais en cliquant sur le bouton paramètre et je vais lui dire que ce paramètre 0 est assigné à la variable userMinDate qui est celle que ma requête précédente va aller chercher. Donc autrement dit, si ça dit le 15 janvier 2016, à l'exécution, la requête dira whereP.modifiedDate supérieur au 15 janvier 2016. Et ici, je vais chercher seulement les produits qui ont été modifiés depuis ce moment. Donc ici, je vais faire OK. Et le reste de la logique ne change pas, parce que j'ai le même processus qui se passe. Par contre, j'ai été chercher moins de données, si j'en ai moins qui ont été modifiées ici. Ce qu'il va falloir que j'implémente par contre par la suite, c'est une logique pour aller mettre à jour cette date, et aussi une logique pour aller nettoyer ma table de staging. D'accord ? Parce que je veux toujours partir avec une table de staging qui est vide. Donc la façon dont je vais faire ça, c'est que je vais commencer par implanter la logique qui va mettre à jour la fameuse date qui nous permet de garder une trace des exécutions. Et pour ça, je vais ajouter une autre tâche execute SQL que je vais faire après mon chargement. Donc autrement dit, si tout fonctionne, on va aller mettre à jour la date d'exécution. Ici, la même chose, je vais avoir une connexion vers TIA. Et cette fois-ci, j'aurai aucun résultat qui sera retourné. Je vais juste mettre à jour la valeur, j'en ai plus besoin après. Et la requête que je vais exécuter est aussi incluse dans votre document Word. Et ce que cette requête-là fait, c'est qu'elle dit, on va regarder ensemble, si dans ma table StageProduct j'ai des données, je vais mettre à jour ETLConfig avec la valeur maximale du modified date qui se trouve dans ma table StageProduct et ça va être mis sur la ligne pour laquelle on a une table qui s'appelle dim_product. Donc autrement dit, on prend la valeur maximale du modified date qu'on trouve dans StageProduct. La raison pourquoi je ne vais pas chercher les données dans dim_product, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dim_product va devenir très gros. Alors que StageProduct va toujours avoir seulement un petit chargement incrémental, probablement jour après jour, et donc j'ai beaucoup moins de données dedans, et trouver la valeur maximale du modified date est beaucoup plus simple et plus rapide dans cette table-là que dans la dimension. Donc je vais faire OK. Et ça va s'occuper de la mise à jour vraiment de la date pour moi. Donc à cette étape-là, je suis capable d'aller chercher les données de façon incrémentale, de les charger dans ma dimension, et de mettre à jour la date de chargement. Donc si j'exécutais mon package, tout devrait se faire à ce moment-là. Je vais nettoyer encore une fois mes données parce que j'ai pas tout implémenté encore. Je vais tout nettoyer. Parfait. Je vais exécuter mon package une première fois. Donc il va chercher la date, il va charger les données, les transformer, puis mettre à jour la date. Donc ici, si je vais voir, ce que ça veut dire, c'est que je devrais avoir dans ma table tlconfig, vous voyez, une valeur de dernier chargement pour le 02/08/2014, qui est la plus grosse valeur du modified date dans la table des produits d'AdventureWorks. Si je réexécute mon package, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, je ne devrais pas avoir d'erreur. On a une exécution, mais ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je charge dans ma dimension,
j'ai cette fois-ci un problème de clé unique qui a été violé, une contrainte qui a été violée. Pourquoi? Parce que j'ai des données dans ma dimension, puis je suis en train de tenter de recharger les mêmes données dans ma dimension parce que j'ai jamais nettoyé ma table de staging entre deux exécutions. Autrement dit, dans Stage Product, vous voyez, il n'y a aucune ligne qui a été mise à jour. Par contre, quand il a été cherché les données dans le staging, il y avait encore 504 lignes parce que je n'ai pas de tâche de nettoyage à la fin de mon package. Donc je vais instaurer ici une tâche à la fin qui va être de nettoyer la zone de staging. Je vais faire ça avec une tâche execute SQL et je vais dire que cette tâche-là, c'est vraiment une tâche qui permet de nettoyer la zone de staging. Donc on va avoir une commande SQL qui est littéralement simplement de nettoyer le staging en se branchant sur TIA. Je vais repartir à 0 et je vais exécuter mon package 2 fois de suite. Parfait. Si je recommence, ce qu'on va voir ici, c'est que dans mon data flow, cette fois-ci, j'ai plus aucune ligne qui passe. Pourquoi? Parce que à chaque chargement, une fois qu'on a terminé, on nettoie la table de staging. Donc à ce moment-là, si je regarde ce qu'il y a dans Stage Product, ça devrait être vide. Si je regarde dans Dim Product, c'est vide aussi, parce que j'ai rien qui a été exécuté à ce moment-là. D'accord? La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que ma date dans ETL config, elle est toujours en 2014. Vous voyez, si j'exécute cette requête-là, c'est toujours en 2014. Donc le problème, c'est que quand j'ai réexécuté mon package, il a été rechargé les données par rapport à la dernière date de modification des produits, ce qui donne finalement un chargement où il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de produits qui ont été modifiés depuis cette date-là. Donc ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est que je dise qu'on veut mettre à jour ETL config, parce que sinon, on n'est pas capable de recharger les données comme il faut. Donc je vais tout simplement lui dire ici de remettre à 0 ETL config pour faire un chargement complet. Ici, maintenant, si je réexécute, on va voir que j'ai bien 504 lignes qui sont passées. Parfait. Je vais retrouver des données dans Dim Product, mais pas dans Stage Product. Vous voyez? La fois suivante, si je réexécute, je devrais avoir 0 ligne qui transite parce que mon chargement conditionnel va faire que je vais charger seulement les produits qui ont été modifiés. Et ici, je n'ai pas de nouvelles données. D'accord? Une des façons dont vous pourriez tester tout ça, si vous vouliez tester un chargement incrémental comme il faut, ce serait d'aller dans AdventureWorks et de modifier un attribut sur un produit, de modifier son modified date et de voir qu'au prochain chargement, il y a bien une seule ligne qui est chargée. Ou alors, ce serait d'ajouter une ligne dans la table de staging, puis de voir qu'il y a bien une nouvelle ligne qui est créée pour le même produit par la suite. Donc ça, c'est les façons dont vous pourriez tester tout ça. Donc maintenant, on a un package qui fonctionne probablement à 90%. Ce qui nous reste à implémenter, par contre, c'est la partie où on a besoin d'invalider un produit. Je vous rappelle que le produit étant un type 2, la façon dont ça fonctionne, c'est que à chaque fois qu'on crée une nouvelle instance pour le même produit, on ajoute une ligne dans la table. Et vu qu'on ajoute une ligne dans la table, on a un row start time, on n'a pas de row end time et on a row excrement qui sont mis à 1. Autrement dit, si je prends un produit en ce moment dans AdventureWorks et que je vais le modifier, donc je vais aller chercher un produit au hasard dans AdventureWorks, mettons, on va en trouver un. Ok, je vais prendre le product ID 1. Simple, je vais lui dire update production.product set color égale red, product ID égale 1. Je vais mettre à jour la couleur, je vais mettre à jour la date de modification en disant qu'on va prendre la date d'aujourd'hui. D'accord? Je vais exécuter ça, il y a une ligne qui a été mise à jour et je vais réexécuter mon package. Normalement, il devrait mettre à jour ce produit-là dans ma dimension aussi. Donc, si on regarde l'exécution, on voit qu'il y a une ligne qui est passée qui correspond au produit que j'ai modifié. Si je cherche ici ce produit-là,
Son product number c'est AR5381 et donc je vais aller chercher les données de ce produit là. Et vous voyez, j'ai bien deux produits. Okay, c'est le même product number, des product ID différents, un qui a une couleur none, l'autre qui a la couleur red. Par contre, le problème qu'on voit ici, c'est que ici, ça dit qu'il était valide de 2014 à 9999, qu'il est current, que celui-là était valide de 2017 à 9999 et qu'il est current aussi. Donc c'est comme si, en ce moment, ces deux instances du même produit sont valides. Normalement, ici, le raw end time de cette ancienne version du produit devrait être égal au début de la validité de la version suivante du produit. Okay, donc ça devrait dire que ça a commencé en 2014, mais que ça a arrêté d'être valide en 2017, parce qu'à partir de 2017, c'est ce produit-là qui a commencé à être valide, puis il est toujours valide. Et donc le raw is current ici devrait être à 0. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va implémenter une mécanique en SQL qui permet de faire ce changement-là. Donc après avoir chargé les dimensions, on va avoir une requête qui va se charger d'invalider les anciennes versions des produits qui ne sont plus valides. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans notre package SSIS. Okay. Puis, on va faire deux choses. La première chose que je vais faire, c'est que je vais effacer ce que j'ai dans ma table de staging, dans ma dimension, puis je vais remettre à jour ETL config à 0. Okay, pour repartir complètement à 0. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais remettre dans AdventureWorks la valeur que j'avais avant. Okay? Je vais prendre ici un modified date comme celui-là. Comme ça. Pour avoir les données telles qu'elles étaient à l'origine dans AdventureWorks aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter dans mon package la partie qui va me servir à faire l'invalidation du produit. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une tâche execute SQL que je vais faire à la fin de mon package, mais avant le staging. Donc, je vais effacer cette flèche-là, je vais mettre une flèche ici comme ça, et je vais mettre une autre flèche comme ça. Le staging, le nettoyage, c'est vraiment l'étape qu'on fait à la toute fin quand tout le reste a réussi. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire une mécanique où dès qu'il y a un échec, on arrête le processus, et donc on garde les données dans le staging, et on est capable de reprendre le chargement plus tard éventuellement. Donc ici, je vais lui dire qu'on va invalider les anciens produits et je vais configurer ma tâche pour faire une requête dans TIA. Okay. La requête qui va être exécutée est la suivante. Il va s'agir de deux requêtes. Si on va voir ce que ça donne dans SQL pour que ce soit plus lisible. La première requête ici va dire que on va mettre le raw end time de la table stage product, de dim product, pardon, à la valeur du modified date de la table de staging. On va mettre raw is current à 0 en faisant le mapping entre le staging et la dimension à travers l'attribut product number, là où le raw is current est égal à 1 pour la dimension et le raw start time est différent du staging pour modified date. Autrement dit, on va trouver pour le même produit une instance dans laquelle on a un raw end time qui n'est pas encore mis, un raw start time qui est différent de celui de ce qu'on a dans le staging pour aller le mettre à jour. D'accord? La fois suivante qu'on va faire, c'est que on va aller mettre à jour le raw start time dans la dimension pour des produits pour lesquels on a déjà finalement un nombre de produits qui est égal seulement à 1. Donc, le problème, c'est que la requête ici va mettre à jour toutes les lignes, même ceux pour lesquels il y a une seule version de produit. Donc la requête qui est ici va finalement refaire une mise à jour initiale pour les produits pour lesquels on a une seule instance dans les tables. Donc je vais prendre ces deux lignes, ces deux requêtes plutôt, puis je vais les mettre dans ma commande SQL. Donc une commande SQL, execute SQL dans SSIS peut avoir 2, 3, 4, 5 commandes. Elle peut faire des selects, des updates, des insert, delete, backup, ce que vous voulez. Donc si je vais dire OK, je vais dire OK, puis ma table est configurée. D'accord? Donc, je vais redémarrer l'exécution de mon package, puis normalement, ça devrait passer, ça devrait charger 504 lignes vu que je suis reparti de 0. Parfait. Et si je vais vérifier le contenu de mes dimensions maintenant, la table de staging est vide, ma dimension est pleine.
Je vais mettre à jour mon produit dans AdventureWorks. Pardon. Ça. Je vais mettre à jour mon produit, je vais dire qu'il est rouge. Comme ça. Et normalement, je devrais avoir un chargement qui se fait pour une ligne. Et après ça, on devrait voir que l'ancienne version du produit est invalidée. Donc, je vais vérifier, j'ai bien eu une ligne qui est passée, parfait. Et maintenant, si je vais regarder le contenu de ma table, on voit que ce produit-là, quand la couleur était none, ça a commencé à être valide le 1er janvier 1900, ça a fini d'être valide le 30 octobre 2017, et le 30 octobre 2017, cette version-là a commencé à être valide, puis elle est valide jusqu'en 1999. Autrement dit, mon étape SQL que j'ai rajoutée fait bien une invalidation des anciennes versions du même produit, qui me permet de dire que le produit AR5381 avait ces attributs-là entre cette date-là et cette date-là, mais que ce n'est plus la valeur courante de l'attribut, enfin de la dimension, alors que à partir de maintenant, c'est vraiment cette valeur-là qu'il faudrait prendre. Ceci étant, ce que ça me permet de faire, c'est vraiment d'avoir les valeurs des attributs de ma dimension de produit au moment d'une transaction. Si je fais un lien entre des ventes et mes produits, par exemple dans une table de fait, j'irai chercher l'instance du produit qui était la bonne au moment de la transaction. D'accord ? Ce qui permet vraiment d'avoir la vraie, juste valeur des attributs de mes dimensions au moment où une mesure a été enregistrée. Et voilà donc l'implantation du package de produits au complet, telle qu'elle existe dans la version que vous avez sur le cours. La prochaine vidéo que je vous montrerai, c'est une vidéo où on fait cette fois-ci le chargement de la table de fait qui correspond à ce qu'on fait dans la séance 9 et dans la séance 10. Merci.